Mesdames, Messieurs, le gouverneur de la Banque de France. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là ce soir pour notre conférence Soufflot en présence de Monsieur Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France. Merci Monsieur Villeroy de Galhau pour votre confiance. Pour certains d'entre vous, c'est la première conférence à laquelle vous assistez. Alors, très rapidement, je vais vous présenter les trois grandes parties de notre conférence. La première, elle sera sur le parcours de Monsieur le gouverneur, de savoir qu'est-ce qui a amené un profil vers la direction de la Banque de France. Il y aura une partie sur l'économie, la macroéconomie, la finance et les sujets monétaires évidemment. Ensuite, on aura une deuxième partie sur la question clivante. Et donc là, on fera appel à vous pour poser une question et répondre à une question qui est somme toute clivante et on est sûr que vous ne serez pas toutes et tous d'accord. Et puis enfin, la dernière partie, où vous aurez la parole, donc vous aurez du temps pour poser vos questions. Si tout au long de cette conférence, vous avez eu un certain nombre de questions, d'interrogations ou de précisions que vous souhaiterez, vous aurez l'occasion de la poser directement à Monsieur le gouverneur. Si ce programme vous convient, je vous propose de commencer tout de suite. J'en profite juste pour vous dire bonsoir à tous et merci de m'accueillir dans ce lieu magnifique. Alors, moi, je vais essayer de porter ma voix. Sachez qu'on a un micro qui nous a quittés tout à l'heure, il y a moins de 2 heures. Vous avez le micro, si vous le souhaitez. Mais vous me dites si dans le fond, vous m'entendez bien. Je m'en assurerai tout au long de la conférence. Donc, traditionnellement, on présente notre invité. Alors, une bonne présentation ne serait pas véridique si elle ne portait pas des erreurs. Donc, évidemment, il y aura des erreurs, sachez-le. Et donc, on va présenter votre parcours très succinctement, mais pour que chacun et chacune d'entre vous sachiez d'où nous parlons et quel a été le parcours de M. Villeroy de Galhau qu'on creusera dans notre partie sur les quelques questions. Alors, très rapidement, concernant vos études, vous avez fait l'école polytechnique et l'école nationale d'administration, feu l'ENA, où vous êtes sorti major de la voie économique, parce qu'il y avait une voie économique à cette période-là. Et puis, par la suite, vous avez intégré l'inspection des finances à la sortie de vos études. Vous avez été inspecteur des finances, puisque quelques années après, vous avez rejoint la direction du Trésor avant de devenir conseiller européen du ministre des Finances Pierre Bérégovoy, qui deviendra ministre Premier ministre en 1992. Vous avez occupé un certain nombre de responsabilités et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, vous êtes passé du secteur public pour ensuite vous tourner vers le secteur privé, puisque vous êtes devenu président-directeur général de CTLM. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas CTLM, c'est une… Pardon, si je peux faire une pause pratique là. Pour ceux qui arrivent, n'hésitez pas à descendre, parce qu'il y a des places en bas. Je ne veux pas vous gêner, mais… Parfait. Pardon, allez-y quand même. On en était à CTLM. Exactement, CTLM. Donc, une filiale, la société de crédit du groupe banque BNP. Puis, vous êtes devenu responsable de la banque de détail avant d'être nommé directeur général délégué du groupe BNP Paribas jusqu'en 2015. 2015, vous avez rebasculé sur le secteur public, puisque depuis 2015, vous êtes le gouverneur de la Banque de France pour un mandat de 6 ans qui a été renouvelé en 2021 sous la proposition d'Emmanuel Macron notamment. Et donc, vous êtes depuis ce jour directeur de la Banque de France et vous cumulez aussi le poste de président de la BRI, la Banque des règlements internationaux, qui est donc une organisation financière internationale dont les actionnaires sont des banques centrales. Voilà rapidement pour votre parcours et on aura le temps de le creuser puisque une des premières questions qu'on a souhaité se poser avec l'ensemble de l'équipe des conférences Soufflot quand on a fait votre parcours, on s'est dit mais finalement quand on a un parcours aussi exemplaire que le vôtre, quelle importance on porte aux études, quel regard on a sur les études. Un certain nombre d'entre vous est étudiant actuellement. Et est-ce que vous pensez, c'est notre deuxième question en lien, est-ce que vous pensez que le regard qu'on porte sur les études en France a changé depuis le moment où vous étiez à l'ENA notamment?
Ça va, vous m'entendez là, jusqu'en haut? Bon, d'abord, merci de m'avoir accueilli. Alors, comme vous avez dit que j'avais le droit de rectifier ou de préciser une chose, je dis une chose sur mon titre. Je suis gouverneur de la Banque de France. Alors, il y a d'autres pays où ça s'appelle président. Et on me demande souvent l'origine de ce titre de gouverneur qui fait un peu mystérieux, ça fait militaire ou romain. En fait, c'est un terme anglais parce que la première banque centrale qui est apparue, une des premières, c'est la Banque d'Angleterre à la fin du XVIIe siècle, et c'était le mot governor. Et donc, quand Bonaparte a créé la Banque de France en 1800, on a trouvé que c'était bien de reprendre ce terme. Beaucoup de mes collègues s'appellent gouverneur, d'autres s'appellent président, et après, ça ne change pas grand-chose, à part l'exotisme. Sur vos deux questions, alors quel regard on porte sur les études quand on arrive plutôt vers la fin de sa carrière professionnelle, ce qui est le cas. J'ai souri tout à l'heure en vous entendant évoquer ma sortie de l'ENA, et le fait, c'est vrai qu'il y a très longtemps, j'ai été major, mais honnêtement, ça ne joue pas un très grand rôle aujourd'hui. C'était il y a 40 ans, j'ose à peine vous le dire. Je crois que c'est à la fois un regard reconnaissant et un regard relativisant. Reconnaissant parce que je pense que les études aident, et ce n'est pas à vous que je vais révéler quoi que ce soit ce faisant. Et on y viendra à propos du regard qui a pu changer sur les études. Je ne crache pas dans la soupe qui m'a nourri. J'ai fait 2 écoles, dont l'une a disparu depuis, c'est vrai, c'est l'ENA, mais qui m'ont beaucoup appris dans un registre assez différent. J'ai fait une école d'ingénieur qui était l'IX, c'est plutôt une rigueur de méthode, et puis une école de service public qui était l'ENA, où on apprend plus les problèmes de la vraie vie et des stages. Bon, je dis en même temps un regard relativisant parce que ce qu'on apprend le plus, c'est dans la vraie vie après. Je ne crois pas que tout se détermine à la sortie de ces études sur le premier poste qu'on prend. Je sais qu'il y avait cette image traditionnellement en France que le diplôme détermine tout. Le diplôme aide, je ne vais pas dire le contraire, mais enfin après, il y a voilà, des possibilités diverses qui s'offrent, des chances, des problèmes qu'on rencontre. Une carrière, c'est fait aussi d'une bonne part de hasard. Alors, votre autre question, c'était est-ce que le regard sur les études a changé depuis 40 ans? Parce que moi, j'ai terminé mes études en 1984. La réponse est évidemment oui. Et que alors les études elles-mêmes ont changé, elles sont devenues beaucoup plus internationales, je crois qu'elles sont plus ouvertes. Mais surtout, ce qui a le plus changé, il ne faut pas se cacher cette réalité, c'est un regard beaucoup plus critique sur la formation des élites. Je pense que c'était ça l'implicite de votre question. Bon, il y a eu ce débat passionnant sur est-ce qu'il faut supprimer l'ENA et le remplacer par l'INSP, l'Institut national du service public. Je ne sais pas si certains d'entre vous, je fais juste, puisqu'il y aura un sondage tout à l'heure, j'ai le droit d'en faire un, si certains d'entre vous sont éventuellement tentés par des carrières publiques plus tard. Alors, soit ils n'osent pas le dire, soit c'est zéro. Bon, je trouve qu'il y a eu un peu d'excès autour de ce débat sur l'ENA. Je crois qu'il ne méritait ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. Considérer que tout le pouvoir en France était détenu par les énarques et tous les problèmes de la France venaient des énarques, c'était trop. Je crois que c'est simplement des gens qui ont choisi de faire une carrière de service public. Il y en a une partie qui, sur une partie de leur carrière, ça a été mon cas, ou plus longuement peuvent aller dans le privé, mais c'est une minorité. Il y en a une petite partie qui font de la politique, c'est une minorité encore plus petite. Voilà, mais l'immense majorité, il faudrait faire un tombeau à l'énarque inconnu. L'immense majorité, c'est des fonctionnaires qui ont accepté en général un sacrifice financier. Une fois que j'ai dit ça, je ne vais pas susciter encore des vocations de service public, mais pour faire un métier magnifique. Dans mon parcours à moi, je vous ai dit 40 ans, il y a eu 12 ans d'entreprise, j'en rougis pas du tout, il y a eu donc 28 ans de service public. Et honnêtement, c'est ce que j'ai le plus aimé. Donc je crois que ce qui a changé en bien sur les études, c'est leur ouverture internationale, incontestablement, leur ouverture aussi sur l'entrepreneuriat et l'entreprise. C'est le fait qu'un diplôme ne prédétermine plus, à supposer qu'il l'ait un jour prédéterminé, mais ce n'est pas parce qu'on a recueilli tel diplôme à 25 ans qu'on a une carrière toute tracée et toute acquise sur les 40 ans qui suivent.
Mais une fois que j'ai dit tout ça, je ne crache pas dans la soupe qui m'a nourri. J'ai beaucoup appris dans ces écoles et j'ai beaucoup appris à rencontrer un certain nombre de gens qui avaient fait les mêmes écoles et qui ont travaillé avec moi après. Très clair. Et justement, vous l'évoquiez, vous avez commencé par le secteur public, puis le secteur privé avant d'y revenir. Qu'est-ce qui a motivé ces choix? Est-ce que c'est les opportunités ou est-ce qu'il y a une réflexion qui s'est aboutie au fur et à mesure de votre carrière où vous avez souhaité retourner dans le public in fine? Il se trouve que mes gènes familiales, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais sont plutôt du côté entrepreneurial. Bon. Et néanmoins, je me suis retrouvé côté service public et j'ai beaucoup aimé. Un des fils directeurs de ma vie professionnelle, ça a été l'Europe et l'euro. Il se trouve, vous y avez fait allusion, que je me suis retrouvé jeune conseiller technique, j'avais 31 ans, au cabinet de Pierre Bérégovoy, à l'époque ministre des Finances. Je l'ai suivi ensuite à Matignon. Tout ça, c'est de l'histoire très ancienne, hein. Vous n'étiez pas né à l'époque, mais c'était une aventure absolument passionnante. C'était le moment où on négociait Maastricht et ce qui est devenu l'euro. Et ça a été une immense chance de ma vie professionnelle. Il y avait une part de hasard. Il se trouve que j'ai aussi, de par mon histoire familiale, des convictions européennes fortes. Et ensuite, l'euro ne m'a plus quitté, ou je n'ai plus quitté l'euro. Et j'ai été en poste à Bruxelles, j'ai vu arriver la réalisation de l'euro quand j'étais directeur de cabinet de Dominique Strauss-Kahn quelques années après. Et puis je me retrouve aujourd'hui à la table du Conseil des gouverneurs à gérer l'euro et on en reparlera tout à l'heure. Après, ça m'a intéressé de voir l'entreprise. Si je devais ultra résumer, et pardon de la simplification, je pense que le service public est inégalable sur la question de la finalité et du pourquoi. On sait pourquoi on se bat, on sait à quoi on sert. Quand on se lève le matin, on est là pour servir les autres et servir ses concitoyens de façon extrêmement explicite. La finalité de l'entreprise est quelquefois un peu plus étroite. Dit au premier degré, c'est de maximiser les résultats de votre entreprise. Je ne dis pas du tout que c'est sale, je ne dis pas que c'est inutile. Enfin, quelquefois, il y a des moments où le matin, vous trouvez ça un peu plus étroit. Si je prends symétriquement la question du comment, qui est la question de l'efficacité, là, objectivement, l'entreprise est souvent un peu meilleure sur le management, sur comment utiliser au mieux les compétences des uns et des autres, dans l'exigence, mais aussi dans une forme d'attention RH. Donc là, j'ai appris des choses en entreprise. Voilà, donc le monde idéal, ça serait celui qui combinerait la finalité du service public et l'efficacité de l'entreprise. J'ai dessiné la frontière de façon un peu trop carrée là, parce que je crois que le management peut exister à l'intérieur de la sphère publique aussi, et je m'y emploie tous les jours avec les équipes de la Banque de France. Une fois que j'ai dit tout ça, ayant connu les deux, je dois confesser que j'aime encore mieux le service public. C'est pour ça que j'ai choisi d'y revenir d'ailleurs. C'est intéressant parce que une des critiques, vous l'évoquiez au tout début, on sait que parfois le fait pour certains hauts postes dans le secteur public d'avoir connu le privé, c'est problématique. On sait les critiques qui ont parfois été adressées à Emmanuel Macron sur le banquier de Rothschild ou autre. Et à l'inverse, si je peux me faire l'avocat du diable, on reproche aussi aux dirigeants d'être déconnectés, de ne pas avoir connu le terrain, sous-entendu de ne pas avoir connu le secteur privé. Vous, est-ce que c'est quelque chose qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, c'est justement une force d'avoir connu ces deux-là? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne école et que nos fonctionnaires devraient aussi faire le secteur privé? Je ne vais pas hésiter à une réflexion d'ordre général. Nous vivons dans une époque où la critique est aisée, très répandue, etc. C'est-à-dire, quoi que vous fassiez, ça suscite une critique. Les deux exemples que vous venez de citer, c'est bon, vous êtes passé par l'entreprise, c'est pas bien parce que c'était sale. Et Rothschild est censé être beaucoup plus sale que les autres, j'y ai pas été. Mais enfin, je trouve qu'il peut y avoir des tas de critiques sur le président de la République, on est en démocratie. Entre nous, je trouve que c'est une des plus mal fondées. La question, c'est est-ce qu'il dépend, quoi que ce soit, de Rothschild? Je crois que la réponse est non. Bon. Et moi, on m'a posé la question quand je suis revenu à la Banque de France, est-ce que j'avais bien coupé les liens avec mon ancien employeur qui était BNP Paribas? Et je crois que j'ai les montré. Et j'ai dit que je m'engageais à servir en homme libre et droit. Une de mes petites fiertés, pardon de le dire, c'est qu'on m'a posé la question pendant 8 jours quand je suis passé de BNP Paribas à la Banque de France, et on ne m'a plus jamais posé pendant 8 ans. Donc j'espère avoir montré que je servais en homme libre et droit.
Et puis en sens inverse, si vous ne faites pas ce passage, on dit vous êtes un fonctionnaire qui n'a connu que le côté public, vous ne connaissez pas la vraie vie, vous ne connaissez pas l'économie. Si j'ose risquer un conseil du haut de mes quelques décennies d'avance sur vous, dans votre vie professionnelle comme personnelle, écoutez les critiques, mais enfin, sachez les mettre à leur juste place. Et sachez avancer. Voilà. J'avoue que dans la vie, je préfère les gens qui disent le positif que le négatif, et je préfère les gens qui font que les gens qui commentent. Voilà. Alors, très clair sur votre parcours, évidemment, au regard de vos activités, ce qui va aussi beaucoup nous intéresser durant toute cette conférence, ça va être de traiter des sujets de politique économique et monétaire. Et donc, c'est toujours le travail qu'on fait ici aux conférences Soufflot, c'est de à la fois comprendre un parcours, comprendre des responsabilités, et à la fois comprendre le point de vue macroéconomique et financier. Alors, je vais poser une petite question qui fera, je dirais, le lien entre les deux. C'est vrai que votre rôle de gouverneur de la Banque de France est parfois méconnu. Est-ce que vous pourriez expliquer en quelques mots quelles sont les responsabilités qui incombent à un gouverneur de la Banque de France ? Je ne sais pas si je vais dire mes responsabilités à moi, mais je vais dire les missions de la Banque de France, en commençant par une question que vous vous posez peut-être, parce qu'elle est souvent posée. Comment ça se fait qu'il y a encore une Banque de France alors qu'il y a une Banque centrale européenne ? La réponse est très simple là-dessus. Il y a une Banque centrale européenne depuis 1998. L'euro existe en tant que monnaie depuis le 1er janvier 1999. On vient de passer le cap des 25 ans. Mais c'est un eurosystème fédéral. C'est-à-dire que la Banque centrale européenne est installée à Francfort, comme vous le savez, mais même à Francfort, il y a deux banques centrales. Il y a la Bundesbank allemande, qui est la banque centrale nationale. Et il y a une répartition des rôles. C'est-à-dire que le rôle des banques centrales nationales, c'est d'analyser le tissu économique dans chacun de leurs pays, plus assurer un certain nombre de missions spécifiques. J'y reviendrai pour la Banque de France. Ensuite, on prend la décision ensemble. On est autour de la table du Conseil des gouverneurs à Francfort. On pourra raconter, 41e étage de la tour de l'euro. La décision, elle est unique, et elle se prend à la majorité. Et ensuite, elle est appliquée au plus près du terrain aussi par chacune des 20 banques centrales nationales. Moi, j'ai connu dans ma vie de serviteur public, comme dans ma vie d'entreprise, pas mal d'organisations entre un siège et puis des implantations dans chaque pays. J'ai aussi connu le fonctionnement de la Commission européenne à Bruxelles. Je crois pouvoir dire que c'est l'organisation fédérale de l'eurosystème, c'est-à-dire Banque centrale européenne à Francfort et 20 banques centrales nationales, qui fonctionne le mieux. C'est jamais simple, les relations entre un siège et les pays, mais c'est ça qui fonctionne le mieux. Et que dans le fait que l'euro est soutenu par 79% des Européens, je ne veux pas spoiler le sondage à l'avance, mais dans le fait que l'euro est aujourd'hui soutenu massivement par l'opinion, il y a cette existence fédérale. S'il était juste géré à partir de 5000 personnes dans une tour à Francfort, alors que la Banque de France est présente dans chaque département français, rencontre les entreprises et les ménages, il serait alors une création beaucoup plus abstraite. Alors pour aller très vite sur les missions de la Banque de France, on les résume en général avec 3, où je vais partir de Bonaparte, c'est le plus simple. Quand Bonaparte crée la Banque de France en 1800, il hérite d'un pays qui a les conquêtes de la Révolution, mais qui a, comme vous savez, un certain désordre économique. Et il confie 2 missions à la Banque de France. La première, c'est de stabiliser la monnaie, et il crée en 1803 le franc germinal. Et la seconde mission, c'est d'assurer le bon financement de l'économie. À l'époque, on ne dit pas ça comme ça. Il crée des comptoirs sur le territoire pour assurer le commerce et l'agriculture, à travers l'escompte, ça s'appelait à l'époque. Pourquoi je dis ça ? Parce que je crois que ces 2 grandes missions demeurent et sont aujourd'hui principales. C'est assurer la qualité de la monnaie, et donc ça veut dire ne pas avoir trop d'inflation, préserver la valeur de l'euro, on va en parler, mais ça veut dire aussi fabriquer les billets, les distribuer sur le territoire. Et puis le bon financement de l'économie, c'est surveiller les banques et les assurances pour empêcher au maximum les crises financières. Et ça, on le fait à travers une autorité qui s'appelle l'ACPR, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'ex-commission bancaire, vous trouverez peut-être ce terme. Il y a une 3e mission qui s'est ajoutée au fil du temps, et celle-là est spécifique à la Banque de France, c'est que nous avons une présence sur le territoire français à travers des équipes dans chaque département. On y tient beaucoup, on en a réduit la taille pour en réduire les coûts, mais objectivement, je tiens à ce maillage du territoire.
auprès des ménages les plus modestes, c'est la prévention du surendettement, vous en avez peut-être entendu parler, et auprès des entreprises, c'est la cotation financière des entreprises et la médiation du crédit. Voilà. Tout ça emploie à peu près 9000 hommes et femmes, et même si aucun d'entre vous ne veut venir dans le service public, si jamais vous étiez tenté un jour de regarder à la Banque de France, vous y serez très bienvenu. Fin de la parenthèse, mais on parlera plus longuement des missions après. Alors, je vous remercie. Ce que je vous propose, c'est que, avant de passer sur notre partie économique et monétaire, vous puissiez, Monsieur le Gouverneur, proposer un panorama de savoir où est-ce qu'on est, d'où est-ce qu'on va parler et quels sont les enjeux qu'on va évoquer ensemble dans cette deuxième partie. Et donc, je vais vous proposer les quelques slides que, il passe là. que vous je vais vous les proposer, voilà, comme vous le souhaitez. Vous voulez vous mettre de l'autre côté? Bon, je vais assez rapidement, parce que l'essentiel, c'est vos questions et notre dialogue, situer où on en est en termes de conjoncture économique. Je vais partir il y a 1 an et demi, après l'invasion russe en Ukraine. Si vous vous souvenez, il y avait un scénario noir qui était vraiment redouté, c'est la récession, plus l'inflation qui s'installe durablement, plus dans le scénario très noir des coupures énergétiques. Je suis à l'automne 2022, avant l'hiver 2022-2023. Aujourd'hui, on a une conjoncture qui reste très incertaine, on a une économie qui est très ralentie, mais je crois pouvoir dire que nous allons éviter et la récession et l'inflation qui s'installe durablement. Alors, on a mis là-dessus l'évolution de la croissance. Vous voyez qu'il s'agit de la France. Vous voyez qu'on a beaucoup ralenti depuis début 2022. Alors, on était très haut début 2022, parce que c'était la reprise post-Covid. Mais on reste à une croissance attendue légèrement positive avec 0,9. Vous voyez aussi, si on compare avec les autres pays, je vais reprendre, pardon, pour mieux voir. Si on compare avec les autres pays et qu'on se met depuis la fin 2019, c'est-à-dire avant le Covid, qu'évidemment tout le monde a plongé au moment du Covid, mais que la France et la zone euro ont retrouvé un niveau de PIB supérieur au pré-Covid. Par contre, nous avons tous un défi américain, c'est-à-dire que la croissance américaine reste nettement plus forte. J'y reviendrai tout à l'heure sur les défis à moyen terme de l'Europe. Dans les choses qu'on craignait, il y avait une montée massive du chômage. Je passe très vite. On a une petite remontée du chômage compte tenu du ralentissement de l'économie. Mais vous voyez un taux de chômage, si vous regardez le graphique de gauche, qui va se situer probablement entre 7,5 et 8%. C'est beaucoup trop, le plein emploi serait à 5, et je crois que nous devrons viser 5, mais c'est beaucoup moins que lors du précédent ralentissement économique, c'est-à-dire, vous regardez 2012-2013, on était à peu près dans le même état du cycle conjoncturel, mais à l'époque, on avait un taux de chômage supérieur à 10%. Je fais un arrêt sur image là-dessus, parce que nous, Français, je le dis quelquefois avec le sourire, sommes trop modestes, c'est-à-dire que nous ne savons pas voir nos propres succès. Il y a quelque chose qui a changé dans l'économie et dans la société française depuis 10 ans, c'est le rapport à l'emploi. Notre économie est devenue beaucoup plus créatrice d'emplois, nous nous sommes rapprochés du plein emploi. Je fais la même parenthèse publicitaire pour ceux qui arrivent, c'est qu'il reste des places devant, n'hésitez pas à descendre si vous voulez être mieux. Dans le scénario noir, il y avait aussi l'inflation, et vous le voyez sur ce graphique à gauche, l'inflation a monté en France jusqu'à un peu plus de 7%, ce qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, après l'invasion de l'Ukraine et donc fin 2022. À l'époque, la montée de l'inflation, ça a été beaucoup le choc des matières premières. Vous voyez l'énergie en orange et vous voyez l'alimentation en vert. Et d'ailleurs, souvenez-vous, c'est ça qui alimente le plus le débat médiatique et politique, le prix de l'essence ou le caddie qu'on pousse dans l'hypermarché. Aujourd'hui, ce choc de matières premières, en gros, est en voie de s'effacer. C'est clair sur l'énergie, tel que vous le voyez, et ça a commencé sur l'alimentation.
Mais à la limite, ce qui nous inquiétait le plus sur l'inflation, c'est ce qui est en bas, c'est-à-dire les services et les biens manufacturés, ce que nous appelons dans notre jargon l'inflation sous-jacente. Pourquoi? Parce que d'abord, elle représente l'essentiel de la consommation. On parle beaucoup du prix de l'essence ou du prix de l'alimentation, mais les services et les biens manufacturés représentent 70% de la consommation. Et surtout parce qu'on avait un risque que cette inflation-là ne soit pas temporaire. L'énergie et l'alimentation dépendent du prix des matières premières. D'expérience, ce sont des chocs presque toujours temporaires. Donc c'était spectaculaire, mais sans doute non durable. Et aujourd'hui, nous voyons avec une certaine confiance reculer aussi l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire les produits manufacturés en rouge et les services qui sont en bleu en dessous. Vous voyez la même chose sur le graphique de droite. Et là, on a mis non seulement la France, qui est en bleu, mais la zone euro. Vous voyez que la zone euro était montée plus haut parce que le choc énergétique avait été plus fort. Les boucliers tarifaires avaient joué en France. Mais la zone euro est aujourd'hui descendue plus bas, temporairement, parce qu'elle bénéficie du contre-choc énergétique davantage. Mais vous voyez aussi en pointillé que l'inflation sous-jacente dont je parlais, et c'est surtout celle-là que nous regardons, a significativement reculé. Ceci amène au slide suivant à notre prévision, et je vais passer toujours très vite. Notre prévision, et j'ajoute en général notre engagement, sauf choc, sauf surprise. Je ne sais pas si la Chine envahit Taïwan, on refait la copie. Mais notre prévision, c'est que nous allons ramener en France et en Europe l'inflation vers 2% d'ici au plus tard l'an prochain. Vous le voyez sur la courbe de gauche. Et c'est vrai pour l'inflation totale comme sur l'inflation sous-jacente, et ceci correspond à une décélération progressive du prix des biens et des services. Pourquoi 2%? Parce que c'est notre cible d'inflation, et pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, toutes les grandes banques centrales du monde estiment que c'est le bon objectif d'inflation à moyen terme. Quand il y a trop d'inflation, c'est qu'il y a un excès de demande par rapport à l'offre de biens disponibles. Quand il n'y a pas assez d'inflation, c'est l'inverse, insuffisance de demande. La politique monétaire, ça consiste à faire quoi? Et pardon encore une fois de cette phrase simplifiée, quand on est à une inflation en dessous de 2%, c'est une forme d'anémie de l'économie, et stimuler l'économie, ça consiste à abaisser les taux d'intérêt. Ce que nous avons fait, vous vous en souvenez peut-être, jusqu'à début 2022, parce qu'on avait une inflation trop faible, voire avec le Covid, on avait une menace de déflation, vraiment de demande très insuffisante. Et à l'époque, vous le voyez sur le graphique, c'est la courbe noire, il y avait non seulement des taux à zéro, mais même des taux négatifs, à moins 0,5%. En sens inverse, quand l'inflation monte au-dessus de 2%, c'est surchauffe, c'est fièvre, et là, il faut calmer l'inflation et la demande en montant les taux d'intérêt, ce que nous avons fait très rapidement, jusqu'à 4%, en septembre dernier. Depuis septembre dernier, nous avons stabilisé le niveau des taux d'intérêt. Vous voyez d'ailleurs au passage que nous l'avons stabilisé en zone euro à un niveau significativement inférieur à la Federal Reserve américaine, qui est en bleu et qui, elle, est à 5,5. Mais sans ça, le parallélisme des tendances est évidemment assez fort. Alors, je vais aller un peu plus vite sur les slides suivants. Dès lors que nous avons cette décélération de l'inflation, nous rentrons dans une situation où les prix vont baisser plus vite que les salaires. L'inflation des prix va baisser plus vite que l'inflation salariale. Ça dégage du pouvoir d'achat. Et quitte à vous surprendre sur le graphique de droite, parce que je mesure que celui-là est sans doute celui qui surprend le plus par rapport à la perception de nos concitoyens. Il y a diverses raisons à cet écart de perception, mais le pouvoir d'achat moyen en France a été plutôt mieux défendu qu'ailleurs au travers de ces années, vous le voyez à droite. Mais on est là, avec la désinflation, sur un élément durable, sain, de progression du pouvoir d'achat, grâce à des salaires réels, hors inflation, qui vont augmenter. Je vais passer sur le crédit immobilier et j'arrive, si vous voulez bien, sur les problèmes un peu plus structurels de l'économie française et on pourra aussi en parler. Pour le dire d'un mot, nous sommes en train, progressivement, de sortir de la crise inflationniste qui a totalement dominé l'agenda économique depuis 2 ans, depuis 2022.
C'est de loin, vous pouvez regarder tous les sondages, la première préoccupation de nos concitoyens et des Européens. Au fur et à mesure que nous sortons de ce mode crise, de cette urgence, nous retrouvons un certain nombre de problèmes structurels, de défis de moyen terme que nous devons arriver à traiter dans l'économie française et européenne. Et je passe très rapidement, mais le premier, c'est notre niveau d'endettement public. Donc la France est en noir et puis la courbe de la zone euro étant plus mince. Vous voyez que, hélas, notre situation s'est complètement inversée depuis le début de ce siècle. Nous étions en dessous de la moyenne de la zone euro et nous sommes aujourd'hui plus de 20 points au-dessus de la moyenne de la zone euro. Le Covid n'a fait qu'augmenter l'écart. Alors, une précision là-dessus. Je crois profondément au modèle social européen. Ce n'est pas ce que dit un gouverneur d'habitude, mais c'est ma conviction et c'est mon parcours. Et donc le sujet n'est pas de remettre en cause notre modèle de service public ou de protection sociale. Le sujet, c'est d'en améliorer l'efficacité. Il y a quelque chose par rapport à ça qui est très frappant, c'est la comparaison avec nos voisins européens. Nos voisins européens ont en gros le même modèle social que nous. C'est même ça qui distingue l'Europe par rapport aux États-Unis ou par rapport aux pays émergents. Le sujet, c'est que chez nous, ce modèle social coûte à peu près 9 points de PIB de plus que chez nos voisins. Vous regardez le niveau des dépenses publiques françaises, il y a à peu près 9 points de PIB d'écart par rapport à la moyenne de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, des pays nordiques, qui ne sont pas des pays manquant de services publics ou de protection sociale. Je crois que c'est ça qu'il faut que nous puissions regarder. L'autre remarque que je veux faire là-dessus, c'est que c'est un enjeu absolument clé pour votre génération. Et que votre génération part dans la vie avec une dette climatique dont je vais parler dans un instant, qui est évidemment un énorme problème. Mais elle part aussi dans la vie, hélas, avec une dette financière qui est un vrai handicap pour traiter les problèmes de l'avenir. Je crois que c'est important qu'on puisse le dire. On a manqué à la solidarité intergénérationnelle. Vous partez dans la vie avec un sac à dos, si vous me permettez l'expression, qui pèse, regardez les chiffres, 111%, 110% du PIB à peu près. Quand moi j'avais 20 ans, c'était il y a un certain temps, mais le sac à dos pesait 5 fois moins lourd à 20% du PIB. Je crois que là, il y a un vrai sujet de solidarité intergénérationnelle qui devrait apparaître plus dans notre débat public. Alors ensuite, il y a d'autres défis structurels et notamment essayer d'augmenter cette fameuse offre dont je parlais, ou pour le dire autrement, notre potentiel de croissance. Le vrai drame de l'Europe, une fois qu'on a réglé le problème inflationniste, il est dans le petit graphique qui est en haut à droite, c'est-à-dire l'écart qui existe année après année avec la croissance du PIB par habitant aux États-Unis. Donc vous voyez que sur la période 2000-2022, c'est 1,2 par an aux États-Unis contre 0,9 en zone euro. 0,3 cumulé par an, ça finit par creuser une énorme différence. Et que si on regarde sur la seule année 2023, qui n'est pas totalement représentatif, en orange, l'écart est encore plus important. Alors, la réponse, je crois, c'est vraiment d'arriver à muscler l'appareil de production européen. La croissance de demain, elle ne doit pas être la même que la croissance d'hier. Et on pourra y revenir, je crois qu'elle doit être plus verte et elle doit être plus juste. Et qu'on a un certain nombre de leviers pour cela. En particulier, l'Europe a ses leviers par rapport aux États-Unis. Mais si nous voulons réussir ça, il y a un certain nombre de transformations, je les ai résumées dans ce graphique. Je vais juste insister sur les deux transformations européennes, la transformation écologique et énergétique, bien sûr. Et si l'invasion de l'Ukraine a servi à quelque chose, c'est vraiment le dernier wake-up call. Nous devions déjà passer à des énergies décarbonées pour des raisons climatiques. Nous devons en plus le faire pour des raisons de souveraineté et d'autonomie stratégique. L'Europe n'a pas d'énergie fossile, donc la seule façon d'avoir de l'énergie en Europe, c'est des énergies décarbonées, renouvelables et ou nucléaires. Et puis la transformation. Alors là, je dirais que sur la transformation écologique et énergétique, l'Europe est plutôt en avance par rapport aux États-Unis, c'est le pacte vert. Sur la transformation numérique, c'est l'inverse. Et le leadership américain en matière digitale est évidemment impressionnant. Les deux sont indispensables
Le deuxième, évidemment, est absolument clé pour la productivité de demain. Alors, j'ai mis ici une dernière mention, union de financement verte et numérique. Ça veut dire quoi? C'est qu'évidemment, les deux coûtent cher et coûtent des investissements significatifs. Compte tenu du slide précédent, je ne vais pas vous dire qu'on peut faire ça par la dette publique. On le fera en partie par des dépenses publiques, mais notre marge de manœuvre est limitée. Mais l'Europe a un énorme atout dont on ne parle jamais, c'est d'avoir beaucoup d'épargne privée, beaucoup plus que les États-Unis. Et donc il faut mobiliser l'épargne privée des Européens pour financer les besoins d'investissement de ces deux transformations. Alors c'est ça que j'appelle l'union de financement. Vous avez peut-être entendu parfois les termes d'union de marché de capitaux. Comment acheminer la ressource numéro 1 des Européens qu'est l'épargne, dont on ne parle jamais, vers le besoin numéro 1 des Européens, en tout cas en matière économique, que sont ces deux transformations. Et puis je termine, si vous voulez bien, en mettant à l'écran la transformation du travail. Si vous avez regardé le slide précédent, je l'ai mis comme une transformation plutôt française, parce que ça dépend de nous, mais c'est un défi qui peut se poser aussi à certains de nos voisins. Il y a d'abord un discours que je déteste, probablement comme vous, c'est ce discours un peu rengnangnan, parfois de ma génération, consistant à dire que les Français ne veulent plus travailler ou que les jeunes ne veulent plus travailler. Je pense que c'est vous faire injure et c'est totalement faux. D'ailleurs, quand on regarde, vous pouvez regarder le graphique qui est en bas, qui n'est pas très connu, c'est l'évolution du nombre d'emplois sur longue période. Depuis, on commence en... On a dû le voir, mais depuis le début de ce siècle, donc depuis 2000, le nombre d'emplois en millions et le nombre d'heures travaillées en bleu clair, il n'y a jamais eu autant de travail dans l'économie française. Je crois simplement qu'il faut qu'on sorte d'un paradoxe français qui est qu'on a encore trop de chômeurs et que malgré ça, 41% des entreprises disent avoir des difficultés de recrutement. Donc ça, c'est le très grand défi des compétences qui ne vous concerne pas vous, mais qui concerne les plus défavorisés de votre génération, puis qui peut concerner les adultes à travers la formation professionnelle. Et puis, l'attractivité du travail, ça c'est un défi plus qualitatif. Je ne crois pas du tout que les Français ou les jeunes aient perdu l'envie de travailler, je crois simplement que les motivations au travail sont différentes. Ça, vous le savez encore mieux que moi, mais l'aspiration à l'autonomie, l'aspiration au télétravail, le sens du travail, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le service public et la question de la finalité. Après tout, je trouve plutôt bien que votre génération nous demande plus de sens et plus d'autonomie. Je m'arrête là. Alors justement, par rapport à ce qu'on a vu, il y a quelques points sur lesquels on aurait aimé revenir. Aujourd'hui, je vais prendre la montre. Un des premiers points, c'est on observe, vous l'évoquiez tout à l'heure, alors on n'était pas forcément sur l'inflation, mais qu'il y a un décalage entre l'inflation qui est perçue par les ménages et l'inflation qui est réelle. À titre d'exemple, selon la Commission européenne, l'inflation médiane ressortie par les ménages de la zone euro en fin 2022, elle était de 17%, quand en réalité, elle était mesurée autour de 10%. Donc l'écart qui est assez important. Et quand on connaît l'impact des projections des agents économiques, des ménages, de vous et nous, on sait que ça peut entraîner des anticipations qui seraient plus négatives et qui iraient dans le mauvais sens économique, si je puis dire. Par rapport à ça, est-ce que c'est un sujet que vous essayez de combattre et comment combattre ce sujet entre la perception qu'ont les ménages et l'inflation réelle? Je crois qu'on ne peut pas le combattre, mais on peut essayer de l'expliquer. Une explication probablement très centrale, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos de l'inflation de l'énergie et de l'alimentation. Les biens dont le prix a le plus augmenté sont aussi ceux qu'on achète le plus souvent. Je vais prendre un exemple. Quand vous regardez pour un ménage moyen, je ne dis pas que c'est le cas pour tous, mais le loyer, par exemple, est un poste très significatif, mais qui revient moins souvent et qui a moins augmenté. Le plein d'essence, lui, c'est extrêmement sensible parce que vous le faites 2-3 fois par semaine. Même chose sur le caddie dans l'hypermarché, c'est au moins une fois par semaine. Donc il se trouve que les achats du quotidien sont ceux en 2022 qui avaient augmenté le plus vite. Et là, le chiffre de 17% n'était pas aberrant du tout.
Ça, je crois que c'est une explication très centrale. Par ailleurs, on est toujours plus sensible aux prix qui augmentent qu'à ceux qui baissent ou qui restent stables. Je vais peut-être prolonger l'explication à propos du pouvoir d'achat, parce que j'ai glissé un peu rapidement tout à l'heure sur ce graphique sur le pouvoir d'achat, mais il vous a peut-être surpris. L'immense majorité de nos concitoyens sont convaincus qu'ils ont perdu beaucoup en pouvoir d'achat. Alors il peut y avoir une perception de l'inflation encore plus forte que la réalité, mais il y a aussi le fait qu'ils mesurent beaucoup le pouvoir d'achat par rapport à leur feuille de paye pour tous les salariés. Or, dans le pouvoir d'achat, il n'y a pas que ça. Il y a les créations d'emplois, il se trouve qu'il y en a eu beaucoup. Quand un demandeur d'emploi retrouve un emploi, c'est bon pour la cohésion sociale, c'est bon aussi pour son pouvoir d'achat. Mais ça, si vous êtes déjà employé, ce pouvoir d'achat de l'autre, vous n'en bénéficiez pas. Il y a aussi des baisses d'impôts, il y a des chèques qui ont été faits pour les boucliers tarifaires, mais je crois que l'effet de la feuille de paye, à l'époque où les salaires étaient en retard sur les prix, a joué beaucoup. En sens inverse, on va voir avec l'effet retard normal, mais à partir du moment où les prix vont augmenter moins vite que les salaires, je pense que la perception du pouvoir d'achat devrait se modifier. Mais ces questions de perception, je crois qu'il faut les prendre tout à fait au sérieux. Il ne faut pas être l'expert dans sa tour d'ivoire qui dit non, moi j'arrive avec mon chiffre statistique et donc votre perception est fausse. Il faut expliquer la perception et puis il faut pouvoir expliquer les chiffres. Alors, un autre point, vous l'évoquiez dans vos slides, la Banque Centrale Européenne et toutes les banques centrales du monde ont resserré les taux monétaires, si je puis dire, en remontant les taux directeurs. Avec cet objectif, vous le disiez, sauf accro-économique, d'atteindre les 2% objectifs en 2025. Est-ce que ça veut dire qu'une fois passé cet objectif-là, on peut s'attendre à retrouver des taux directeurs et donc des taux d'intérêt comme on a pu connaître les 10 dernières années, ou est-ce que c'est une période qui est définitivement révolue? Alors là, on va rentrer dans les secrets de la politique monétaire. La réponse honnête, c'est que je ne sais pas complètement. Il y a supposé que je sache où seront les taux d'intérêt en 2025. Là, je reconnais que malgré le caractère intime et confiant de notre rencontre, je ne vous le dirai pas. Bon. Mais pourquoi je dis que je ne sais pas, même si je vais tracer une direction? Je reprends mon image très très simpliste des 2% et des 37 degrés de la température du corps. On a eu des taux exceptionnellement bas, si on peut reprendre le petit graphique sur l'évolution des taux d'intérêt, les taux à zéro, parce qu'à l'époque, on n'avait pas assez d'inflation. Ça correspondait à cette situation un peu d'anémie de l'économie qu'il fallait stimuler. Souvenez-vous d'ailleurs, en mars 2020, quand arrive le Covid, là, on craint pas seulement l'anémie, on craint une maladie beaucoup plus grave de l'économie. Nous ne serons pas probablement en 2025 ou après 2025 dans cette situation de sous-inflation. C'est difficile de savoir exactement où on sera, mais je pense que la probabilité d'être autour de la cible de 2% est nettement plus grande. Donc ça donnera des taux d'intérêt, là je ne vais pas mouiller beaucoup, vous allez voir, mais ça donnera des taux d'intérêt moins élevés qu'aujourd'hui, mais plus élevés qu'en 2020. Ça vous va ? Donc vous avez le choix entre 0 et 4%. Alors, justement, pour essayer de comprendre cette inflation... Après, on passera aux questions oui, bien sûr. de la salle. On est dans le timing. Pour reprendre votre point sur l'inflation, pour essayer de comprendre l'inflation, dans votre lettre au président en 2023, vous critiquez l'approche monétariste qui vous semblait moins pertinente aujourd'hui pour expliquer l'inflation. Alors, rapidement, l'approche monétariste explique grosso modo que l'inflation provient de la masse monétaire. Aujourd'hui, cette vision, elle ne permet plus d'expliquer l'inflation. Et qu'est-ce qui pourrait permettre d'expliquer l'inflation si ce n'est pas cette vision-là économique? En 2 minutes. 2 minutes. Bon, je vais essayer de ne pas être long. Qui sont parmi vous qui étudient l'économie à fond? C'est effrayant. Chaque fois que je fais un sondage... Bon, c'est sur ceux qui étudient l'économie normalement, sans être à fond. Ah oui, c'est mon à fond qui était anxiogène. Je vous rassure, moi, j'ai pas fait de doctorat. Vous n'avez pas révisé ici? Ça va je vous rassure, je n'ai pas fait d'études d'économie approfondies, mais j'espère le comprendre à peu près. Donc, sous le contrôle des économistes patentés.
il y a une des richesses de mon métier, c'est qu'il y a un dialogue constant entre les chercheurs en économie et les acteurs de politique monétaire. Et donc, périodiquement, la théorie éclaire la pratique. Il y a eu, dans les années 60, en gros, Milton Friedman aux États-Unis, qui a dit « Moi, j'ai trouvé, l'inflation, c'est un phénomène monétaire. » Et je vous passe les équations que certains d'entre vous connaissent. Si vous contrôlez la quantité de monnaie, vous contrôlerez le bon niveau des prix. C'est ça qu'on appelle les agrégats. Alors, vous avez peut-être entendu parler de M0, M1, M2, M3. Quentin doit être un grand spécialiste de ça. Je ne vous embête pas avec ça, il faut déjà choisir le bon agrégat. Pendant un temps, ça a aidé. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous continuons à calculer les agrégats, mais l'évolution de l'inflation par rapport à ces agrégats est à peu près totalement décorrélée. Et par exemple, les agrégats monétaires sont en recul récemment sur la zone euro, donc si on se fie à ça, on devrait tout de suite baisser les taux d'intérêt, alors qu'en général, l'école monétariste est considérée comme une école assez orthodoxe, assez rigoureuse. Donc aujourd'hui, l'école monétariste nous conduirait à faire à peu près le contraire des orthodoxes. Ensuite, la technique qui aujourd'hui domine, et je crois qu'elle a prouvé son efficacité, c'est ce qu'on appelle le ciblage d'inflation, ou l'inflation targeting. C'est-à-dire on n'a pas un objectif sur les agrégats, on a un objectif directement sur l'inflation. C'est les fameux 2% dont je vous ai parlé. Si mes prédécesseurs étaient venus vous faire le même exposé il y a 30 ans, ils ne vous auraient pas parlé des 2%, probablement. Et ça, je crois que c'est efficace parce que ça oriente les anticipations d'inflation. Toutes les banques centrales, à peu près, fonctionnent comme ça aujourd'hui. L'inflation, elle est venue en partie du choc sur les matières premières dont j'ai parlé, mais ensuite d'une diffusion dans l'ensemble de l'économie. Et c'est là que la politique monétaire est efficace. Alors, je ne vais pas crier victoire, parce que notre inflation est encore un peu trop haute, vous l'avez vu, mais il est assez probable que nous allons vaincre l'épisode inflationniste des années 2020 beaucoup plus rapidement et à moindre coût que l'épisode inflationniste des années 70, qui était le précédent grand épisode inflationniste avec deux chocs pétroliers. 73-79, ça avait commencé pareil, un choc de matières premières. Et une question intéressante, c'est pourquoi est-ce qu'on serait plus efficace cette fois-ci? Je pense qu'une des réponses, c'est la crédibilité du ciblage d'inflation. C'est-à-dire que l'indépendance des banques centrales, leurs instruments, leur bon track record de bilan pendant 40 ans, a créé la confiance des agents économiques dans le fait que la poussée d'inflation n'était que temporaire. Ça vous a peut-être l'air abstrait ce que je dis, mais en fait c'est extrêmement important. Ça veut dire par exemple qu'il n'y a pas eu de spirale prix-salaire qui était un des mécanismes inflationnistes très importants des années 70. Je vous rappelle la spirale prix-salaire, les prix à la consommation augmentent, les salariés demandent plus pour rattraper, du coup les entreprises se retrouvent avec des coûts plus élevés, elles augmentent encore plus leurs prix, etc. L'échelle de perroquet. Cette fois-ci, il y a eu des augmentations de salaire, et heureusement c'est normal, mais il n'y a pas eu cette spirale des prix et des salaires qui s'entraînent toujours vers le haut. Et je crois qu'un des éléments, c'est que les salariés et les entreprises ont fait confiance à la Banque centrale pour rester assez proche des 2% ou y revenir vite. Voilà, j'ai un tout petit peu dépassé les 2 minutes, mais j'ai essayé de ne pas faire 2 heures sur ce sujet qui est le cœur de mon métier. Alors, avant de passer à votre question, j'avais une dernière question que je voulais vous poser et qu'on s'est posée avec les membres des conférences. Surtout en 2024, il y a un sujet qui est majeur. Alors, encore une fois, un sujet qui pourrait donner lieu à 2 heures de conférence. On vous fera revenir à ce titre-là. Mais c'est sur le sujet des crypto-monnaies, ou devrions-nous dire les crypto-actifs. Il y a quelques années, lors d'un forum sur l'innovation qui était organisé par la Banque des règlements internationaux, vous disiez que le Bitcoin ne constitue pas une réserve de valeur et qu'il s'apparente plutôt à un actif spéculatif comme les bulbes de tulipes aux Pays-Bas au XVIIe siècle. Aujourd'hui, j'ai dit ça. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez toujours le même avis et quel est votre regard en tant que gouverneur de la Banque de France face aux crypto-actifs ? Bon, alors pourquoi est-ce qu'on ne dit pas crypto-monnaie? Parce que les caractéristiques de base d'une monnaie, c'est au moins 2 choses. La première, c'est qu'elles sont assez stables en valeur. Et je vous ai dit que c'était notre première mission, la stabilité de la valeur de la monnaie. L'euro est assez stable. Quand il y a des poussées inflationnistes, on s'arrange pour les régler très vite.
Et si on n'assure pas cette stabilité de la monnaie, vous pouvez considérer que votre banquier central, ou Christine Lagarde, ou nous ensemble, sommes responsables. Personne n'est responsable de la valeur du Bitcoin, et elle est d'une grande volatilité. Et puis la deuxième caractéristique, c'est que la monnaie est acceptée partout comme moyen de paiement. L'euro, vous pouvez payer toutes vos transactions en euros, c'est même une obligation légale, le pouvoir libératoire. Pour payer vos transactions en Bitcoin, il faut l'accord du vendeur et de l'acheteur, et c'est assez rarement réuni. Donc c'est un actif spéculatif, j'imagine, là je ne vais pas faire de sondage, mais que certains d'entre vous ont des portefeuilles en Bitcoin ou en d'autres cryptos, c'est votre droit le plus strict. Je redis juste, parce que c'est mon devoir, que c'est un investissement risqué, avec des hauts et des bas, et que c'est réservé à des investisseurs avisés. Bon, en général, vous y mettez une petite partie de votre colossale fortune. Pardon. Mais moi, je n'ai pas de crypto. Alors, une fois que j'ai dit ça, il y a des choses très intéressantes dans les cryptos, c'est la technologie. C'est l'utilisation des blockchains, les smart contracts qui permettent d'échanger non seulement des flux financiers, mais aussi des informations, des titres juridiques, etc. Ça, je crois que ça va nous changer la vie positivement. Donc nous travaillons sur ce qu'on appelle un euro numérique ou une monnaie numérique de banque centrale et qui est la façon d'avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire la stabilité ou la solidité de la monnaie publique qui inspire confiance et l'innovation de la technologie. Je rends hommage au passage, j'ai participé à une petite vidéo là, juste avant, et alors c'était, enfin, je sais pas, vous voulez regarder ces vidéos. Il y avait une question pour moi, c'était Strasbourg ou Paris, parce que je suis né à Strasbourg, donc je dis que je préfère à Strasbourg. Et après, il y avait une question plus difficile, c'était MNBC ou Bitcoin ou pièces et billets. MNBC, c'est monnaie numérique de banque centrale, donc c'est cet euro numérique. Je crois que c'est mieux que le Bitcoin, et quant au choix avec les pièces et billets, c'est vous qui choisirez, mais je pense qu'à votre génération, on n'utilisera pas massivement les billets. Donc c'est le meilleur de la sécurité du billet, mais le meilleur de la capacité de la technologie. Merci, on conclut cette échange à ce moment-là. Merci, monsieur le gouverneur, pour ces échanges et ces éclaircissements sur nos différents sujets. Maintenant, on va vous demander de participer, puisque aux conférences Soufflot, on tient à ce que le public et l'Assemblée puissent aussi donner son avis. Et ça se traduit à deux égards. La première, on va vous faire voter sur une première question qu'on trouve clivante. C'est vrai, vous le savez, dans la plupart des discours, qu'ils soient politiques ou économiques, on a une pensée, certains économistes, certains politologues ont une pensée contre l'euro, d'autres sont donc eurosceptiques et d'autres sont plutôt pro-euro. Et donc on a voulu un peu vous demander votre avis. Donc vous pouvez soit scanner, mais je pense qu'on va le faire à main levée pour que ça aille peut-être un peu plus vite ce soir. La question qu'on vous pose ce soir, c'est est-ce que pour vous l'euro est-il une chance pour la France ? Donc on va faire à main levée. Je vais commencer d'abord par les oui, ceux qui pensent que l'euro est une chance pour la France. Et moi j'ai le droit de voter ou pas? Et ensuite vous allez donner votre avis. Parce que ma réponse est entourée d'un suspense colossal. Après, monsieur le gouverneur de la Banque de France essaiera de convaincre quelques eurosceptiques je vote pas. De cette assemblée. On refera voter l'assemblée pour voir si vous avez été convaincu par cet euro. Alors à main levée, qui pense que l'euro est une chance pour la France? Levez la main. D'accord. Très bien, une très large majorité. Donc, qui pense que l'euro n'est pas une chance pour la France? Levez la main. Ok, on en a quelques-uns. 1, 2, 3, 4. Je dirais que vous avez une quinzaine de personnes à convaincre, monsieur le gouverneur. Je vous laisse peut-être prendre la parole sur ce sujet-là. Oh. Si je peux me permettre, oui. vous venez de la statistique du début, 79% d'opinion favorable en Europe. Oui. Vous disiez ça pour l'euro. Oui. Alors ça vient de l'Eurobaromètre, vous pouvez regarder, qui est fait tous les 6 mois depuis l'introduction de l'euro. Et on demande pays par pays, je peux vous donner les résultats par pays, de ceux qui souhaitent, qui soutiennent l'Union économique et monétaire. Bon, je ne sais plus exactement la question, mais c'est exactement la même question depuis le début. On a vu évoluer les choses. Je ne vais pas y passer trop de temps parce que c'est important aussi qu'on puisse avoir vos questions et un échange. D'abord, moi, je salue les 15 qui ont voté non. Ça fait partie du débat et c'est bien et ça fait toujours avancer. J'aurais tendance à dire peut-être 3 choses très rapides.
La première, c'est la commodité à travers l'Europe. Et c'est vrai pour les particuliers, c'est encore plus vrai pour les entreprises. Dans le marché unique, moi je fais partie d'une génération disparue, mais j'ai connu les bureaux de change. Quand on passait une frontière, on devait changer, c'était compliqué, c'était coûteux, etc. Bon, c'est pas l'argument forcément, mais quand vous vous déplacez dans l'Europe aussi simplement, ça fait quand même partie des choses. C'est beaucoup plus important pour les entreprises. La deuxième chose, c'est que l'euro nous a protégés d'un certain nombre de chocs externes. Quand nous sommes passés en France, alors ça vous pouvez vérifier les chiffres, quand nous sommes passés des taux d'intérêt sur le franc aux taux d'intérêt sur l'euro, en gros, parce qu'on mutualisait avec les meilleures économies et notamment l'Allemagne, nous avons diminué les taux d'intérêt sur l'État comme sur les entreprises, comme sur les ménages d'ailleurs avec l'immobilier, d'environ 1,5%, à cycle égal. Hein. Le gain de taux d'intérêt de l'euro, c'est environ 1,5% pour la France. Donc on a fait des économies très importantes. Pour autant, il faut qu'on traite notre problème de dette publique. J'ai dit, mais si nous devions revenir au franc, ce serait extrêmement compliqué sur le plan pratique, mais ça n'est pas prévu par les traités, mais il reste qu'on ne peut pas exclure cette possibilité. Il faut qu'on se prépare à payer tous nos emprunts, la dette publique comme contribuable, emprunt immobilier, emprunt d'entreprise, environ 1,5% de plus. Et puis, la troisième chose, et pardon de faire très vite, j'assume ma conviction d'Européen. Je pense que l'euro, c'est un des symboles d'une Europe forte, d'une Europe unie. Tout en étant européen, je ne crois pas être fédéraliste et je ne crois pas que tout se résolve mieux à l'échelle européenne. Mais je peux vous dire une chose, le monde entier est étonné de ce que nous avons fait. Parce que personne n'a jamais fait, entre 20 États différents, une monnaie, et elle tient depuis 25 ans, et elle a tenu à travers des épisodes compliqués. Et donc le monde entier admire ce que l'Europe a fait. Je vous en donne une petite preuve, et je m'arrête. Je participe aux réunions de ce qu'ils appellent le G20. Le G20, c'est les 20 premiers pays de la planète. Alors, je ne suis pas dans la réunion des chefs d'État, je suis plus modestement dans la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs. 60 personnes autour de la table. L'année dernière, c'était en Inde, cette année, c'est au Brésil. Mais c'est un forum très important parce que c'est là que se retrouvent toutes les grandes économies du monde. Je peux vous dire que quand l'Europe parle par la voix d'un ministre des Finances, etc., le monde écoute poliment. Que quand Mario Draghi hier ou Christine Lagarde prend la parole pour parler de la monnaie européenne, de ce qu'on va faire sur les taux d'intérêt, sur le taux de change, etc., le monde entier écoute. Et donc je crois que c'est un élément d'unité, de puissance et de reconnaissance de l'Europe pour quelque chose qui par ailleurs facilite la vie de nos concitoyens et nous permet d'avoir des emprunts moins chers. Ça serait dommage de s'en passer. Merci, monsieur le gouverneur. On vous reposera la question sur les réseaux sociaux une fois que vous aurez décanté toutes ces informations. Je vous propose de passer à la séquence de questions-réponses. Donc, dès que vous avez une question, vous levez la main et puis on va vous interroger au hasard. Oui, monsieur, je vous en prie. Merci. Bonsoir, monsieur le gouverneur. J'ai une question sur… Ça vous ennuie juste de dire où vous êtes étudiant, en gros Je n'étudie pas l'économie à fond. Non, je vous dis, moi non plus. Oui. J'ai étudié en fait en lettres modernes dans cette maison. Et j'ai une question sur naïve mais importante sur les 2%. Est-ce que c'est un objectif des 2% d'inflation est-ce que c'est un objectif pour financer l'économie de guerre? Et si c'est ça, comment peut-on croire raisonnablement en un modèle socio-économique qui se muscle et se réarme? Donc vous souhaiteriez plutôt un objectif d'inflation plus haut, si je comprends bien. Non? Mais l'économie qui se muscle et qui se réarme me fait peur en tant que citoyen. Oui. Alors, ça n'est pas lié à l'économie de guerre. Pardon, j'avais mal compris votre question. Cet objectif de 2%, en gros, là, la BCE était pionnière, mais il date d'à peu près 20 ans. Et depuis, la Banque centrale américaine, la Banque centrale anglaise, la Banque centrale japonaise, pour en citer 3, sont venus là-dessus. Donc c'est plutôt lié à une analyse économique qui est que c'est un bon équilibre, comme je le disais, entre l'offre et la demande. Et puis, il y a un élément d'acceptabilité sociale.
Vous trouverez de la littérature économique disant qu'il faudrait plutôt être à 3 ou 4% parce que ça permet de stimuler encore plus l'économie. Je pense que cette littérature sous-estime toujours la sensibilité sociale du sujet. On vient hélas de le voir. Quand il y a plus d'inflation, c'est un élément qui brouille la confiance et qui augmente l'inégalité. Vous l'avez dit tout à l'heure, je vais citer avec émotion le premier homme politique que j'ai servi, c'est Pierre Bérégovoy. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais il était ministre des Finances de gauche en 1990, et Pierre Bérégovoy, il n'était pas passé ni par la Sorbonne, ni par les écoles qu'on a dit, il avait son CAP. Ça a été un grand ministre des Finances, et notamment parce qu'il a lutté contre l'inflation, et on lui demandait « mais pourquoi vous luttez contre l'inflation ?» Il dit « j'y tiens, parce que l'inflation c'est une taxe injuste, opaque, qui frappe d'abord les plus pauvres. » Et je crois que c'est vrai. Quand vous avez des désordres de ce type, les gros s'en sortent toujours. Pardon de le dire de façon aussi simple. Et donc dire à 3 ou 4%, ça serait peut-être un meilleur optimum économique, j'y crois pas. Je pense que ça a des perversions ou des inégalités sociales associées. Et dernier point que je dis, je comprends que ce n'était pas dans votre question, mais il y a quelquefois l'idée, quand on peut avoir plus d'inflation, on peut avoir plus de croissance. Ça, je crois que ce n'est pas vrai. Hein. Il se trouve qu'autrefois, on a eu des régimes pendant les 30 Glorieuses où il y avait plutôt plus d'inflation qu'aujourd'hui et beaucoup plus de croissance, mais la croissance des 30 Glorieuses, elle ne tenait pas à l'inflation de l'époque. Elle tenait à la démographie, à la reconstruction après la guerre, etc. La croissance, elle a ralenti partout dans le monde depuis. Donc je crois qu'on peut faire les transformations que je citais à la fin. Je n'ai pas dit réarmer d'ailleurs. Le mot réarmement a une petite connotation politique en France depuis un mois, mais c'est peut-être l'implicite de votre question. Je crois par contre qu'il va falloir hélas qu'on dépense plus pour notre défense. Mais réussir la transformation numérique et la transformation écologique, je suis convaincu qu'on peut le faire avec cette inflation en moyenne à 2, qui est un point d'équilibre économique et social. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, madame. Ça, c'est une question qui montre une bonne connaissance du sujet. Alors, le durcissement des règles d'assurance, c'est notamment ce qu'on appelle Solvabilité 2, et du côté des banques, ce qu'on appelle BAL 3. C'est des noms peu poétiques, mais ça correspond à une chose qui était, je crois, une vraie nécessité, c'est qu'à la suite de la grande crise financière de 2008-2012, on a très sérieusement durci les exigences de sécurité qu'on impose aux institutions financières. Il se trouve qu'elles étaient plus solides en France qu'ailleurs, mais je vous rappelle qu'il y a beaucoup de pays où le contribuable a dû massivement mettre la main aux poches pour empêcher l'écroulement de l'économie. Donc on a dit autant que possible, plus jamais ça, et on a mis des règles préventives. Alors quelquefois j'entends, je ne sais pas si vous entendez ça dans votre école, mais les assureurs ou les banquiers râlaient en disant tout ça est trop lourd, ça empêche la croissance. Bernic, si vous me permettez. Hein. C'est bon. Vous avez noté que quand je parle des assureurs qui râlent, la lumière s'éteint. Bon, mais il ne faut pas surréglementer dans ce pays, mais l'idée que, parce que des institutions financières sont centrales, on leur impose des règles de sécurité plus strictes, je pense que c'est un bien public. Hein. Alors pourquoi est-ce qu'il faut... Il y a des pays où le banquier central est en même temps le superviseur, c'est le cas en France. Il y a des pays où c'est séparé, c'est le cas en Allemagne. Bon. On peut discuter très très longuement de savoir quel est le meilleur modèle. Je vais employer un argument ultra pratique. Nous avons la faiblesse de penser que notre modèle est meilleur et que, vous allez voir, j'aime beaucoup l'Allemagne, hein, mais quand vous regardez la situation du système financier français dans la crise de 2008 et la situation du système financier allemand, ça a été bien meilleur côté français. L'argument n'est pas définitif, mais j'en aurai quelques autres, mais ça nous entraînerait trop loin. Après, je respecte comment ça se passe ailleurs. J'en profite pour préciser que pour les banques, ce n'est pas le cas pour l'assurance, je ne suis pas directement le superviseur puisque c'est devenu maintenant à l'échelle européenne. Hein. C'est ce qu'on appelle l'union bancaire depuis 2014 et qui a permis, je crois que ça a maintenu une supervision forte en France, mais ça a permis de la renforcer pas mal dans d'autres pays. Oui, allez-y. Et comment ? Comment
Par exemple, avec la Croatie qui a adhéré Oui, oui, qui a adhéré au début de l'année dernière, 1er janvier 2023. Je peux même vous dire, parce que je vais vous raconter comment ça se passe à Francfort, je vous ai dit, on est au 41e étage, il y a une table ronde, on est 26 autour de la table. Pourquoi 26 ? Parce qu'il y a 20 banques centrales nationales et 6 membres du directoire, qui eux sont permanents à Francfort, dont la Française Christine Lagarde, qui préside la Banque centrale européenne. Ça se passe en anglais. Je vais venir à votre question, mais je vous donne un peu de couleur concrète. Honnêtement, c'est délicieux entre nous en anglais. Enfin, j'aimerais mieux parler français, mais c'est délicieux parce que quand vous regardez le tour de table, pratiquement aucun d'entre nous n'est English native. Et donc, entre nous, on se comprend magnifiquement. On parle une espèce de langue. Ça se gâte un peu quand le collègue irlandais prend la parole. Et là, on ne le comprend pas. Et puis alors, quand on arrive à Bâle ou à Washington, parce qu'il y a d'autres rencontres de banquiers centraux, là, on retrouve des gens bizarres, qui sont les Anglais, les Canadiens, les Américains. On ne se comprend plus non plus. Enfin, ils se font des blagues entre eux, etc. Mais nous, on aime beaucoup notre anglais de Francfort. Et, vous allez voir pourquoi je fais le lien avec la Croatie, on est placé autour de la table, non pas par nationalité, par drapeau, mais à partir de son nom propre. Et donc, quand le représentant français change, ou les autres changent, on peut changer de place autour de la table. Il y a un petit message à travers ça, c'est que on n'est pas là pour représenter son pays, on est indépendant et on cherche le bien commun de tout l'euro. Et alors, j'arrive au Croate, il se trouve que je m'appelle Villeroy et le Croate s'appelle Boris Vučić. Villeroy Vučić. Et donc, vous me voyez venir, le Croate est mon voisin maintenant. C'est ça qui a changé. Avant, mon voisin, c'était l'Italien qui s'appelait Visco. Il se trouve qu'il est parti en retraite. Voilà. Donc la Croatie a changé ma vision du monde à Francfort. Pour répondre plus sérieusement à votre question, quand nous sommes partis dans l'euro, nous sommes partis à 12 en 2002. Et depuis, il y a 8 pays qui ont rejoint l'euro. Ça dit déjà quelque chose. Il y a un pouvoir d'attraction de l'euro et la République tchèque vient de nommer une personne pour étudier, pour savoir s'il voulait rejoindre l'euro. Aucun pays n'est sorti. Si vous vous souvenez, ce n'est pas une question tout à fait théorique. La question de la Grèce en 2015 s'est beaucoup posée. Et les Grecs, et ça a été horriblement difficile, et hommage leur soit rendu, ont choisi de rester dans l'euro. Aujourd'hui, la Grèce va beaucoup mieux. Je le dis parce que là aussi, les bonnes nouvelles n'arrivent pas forcément, mais dites-vous ça, on part à 12, il y a 8 pays qui rejoignent et qui veulent vraiment avoir l'euro comme monnaie et aucun ne souhaite sortir, même quand c'est difficile. Qu'est-ce que ça change pour la France et comment ça se passe ? Il y a un processus d'agrément, il faut remplir un certain nombre de conditions, les fameux critères de Maastricht, et il faut l'unanimité des pays déjà membres. Mais nous nous réjouissons a priori quand un nouveau pays rejoint. Il se trouve que les 8 pays sont plutôt des petites économies, entre guillemets, donc je ne peux pas dire que c'est un effet macroéconomique colossal pour la France. Il y a les 3 États baltes, par exemple, ou la Croatie, mais je crois que c'est bien parce que ça augmente encore la simplicité de vie dans l'euro et cette puissance symbolique dont je parlais tout à l'heure. Voilà, si la question de la Pologne se posait un jour, mais ça ne paraît pas imminent, là l'effet économique pourrait être sensiblement plus fort. À relativiser quand même par le fait que tous ces pays sont membres de l'Union européenne par définition et donc déjà membres du marché unique. Et la plus grande différence pour l'économie française, c'est l'entrée dans le marché unique d'un autre pays, surtout d'un gros pays, plutôt que l'entrée dans la zone euro. Moi, je ne peux que le souhaiter. Après, c'est le choix de chacun de ces pays. Oui, monsieur, je vous en prie. Bonsoir. Je m'appelle Fares, finance de marché. Ma question va concerner la prise de décision. Lorsque vous avez attention, vous parlez de Madame Lagarde, par exemple, concernant les taux directeurs. Vous avez un objectif de 2%. Est-ce que c'est une moyenne pour la zone euro? Aujourd'hui, on voit qu'on a 3 à 4% en France, 7 en Islande. Les dynamiques d'inflation ne sont pas uniformes, pas homogènes dans tous les pays. Comment vous faites pour prendre ces décisions? Et si vous faites une décision par exemple de baisse des taux, mais une inflation qui augmente perpétuellement dans un petit pays, petite économie, est-ce qu'on se retrouve comme dans le même cas que la crise grecque? Alors, il
Il y a une réponse technique assez simple à votre question. Nous regardons la moyenne de la zone euro. C'est là-dessus que nous nous déterminons. Vous pouvez regarder toute notre communication. Moi, évidemment, quand je parle en France, je parle aussi de l'inflation française, mais toute la communication de la BCE est sur l'inflation de la zone euro en moyenne. Ça, c'est la réponse simple à votre question. Après, sur les différences entre pays, elles ont été assez fortes au moment du choc énergétique. C'est le moment où elles ont été les plus fortes. Je parlais des États baltes à l'instant. Eux n'avaient pas du tout de bouclier tarifaire, puis ils étaient en première ligne du choc russe. Et là, on a vu l'inflation monter à plus de 20% dans certains États baltes. Et à l'inverse, la France s'enorgueillissait à l'époque d'avoir l'inflation la plus faible de la zone euro avec l'Espagne, parce qu'on avait les boucliers tarifaires et qu'on avait le nucléaire. Bon. Mais au fur et à mesure que le choc énergétique, qui encore une fois est temporaire, se dissipe, ces différences ont tendance à se dissiper pas mal. Donc je n'ai pas d'exemple en tête d'économie significative qui ait accumulé des suppléments d'inflation, vous voyez, des écarts positifs d'inflation au fil des années. Ou sinon, ça correspond à un rattrapage économique d'économies qui étaient un peu en retard. Mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, les différences de taux d'inflation en zone euro, d'abord, elles sont devenues beaucoup moins fortes et qu'elles pèsent sur la décision de chacun. Alors, je vais risquer une remarque off, mais tout ça est filmé, donc je vais dire une mauvaise plaisanterie que je fais à mon collègue allemand. Je ne vous apprends pas en disant que le collègue allemand, qui est par ailleurs un ami proche, mais est souvent un peu plus faucon, comme on dit dans notre langage. Vous savez, un faucon, c'est quelqu'un qui veut maintenir les taux d'intérêt plus élevés. Une colombe, c'est plutôt quelqu'un qui veut les baisser. Moi, je me revendique ni colombe ni faucon, je revendique d'être un pragmatique. Mais le collègue allemand est souvent assez faucon, quelle que soit sa personnalité. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'inflation en Allemagne est une des plus faibles de la zone euro. Donc je lui dis, tu devrais quand même regarder la situation dans ton pays et plaider pour une baisse de taux. Mais c'est la meilleure réponse à votre question, c'est qu'il me répond, je regarde la moyenne dans la zone euro. On va prendre une dernière question pour... Il n'y a pas d'étudiante qui est... Mais merci d'avoir posé tout à l'heure. Allez-y. Je travaille en conseil financier. J'aurais deux questions. La première, ce serait en début 2023, on parlait beaucoup d'un risque de récession. On a parlé pendant toute l'année 2023. Je voudrais savoir comment on fait pour conjuguer en même temps lutte contre l'inflation avec l'augmentation des taux et donc un financement qui coûte de plus en plus cher, et d'un autre côté, le risque justement d'une décroissance et de la récession. La seconde question, ce serait sur les méthodes de prise de décision à la Banque centrale européenne. Vous avez dit que c'est un euro fédéral. Est-ce que par exemple, vous décidez de remonter les taux, comment ça se passe? Quel est le poids de la présidence? Est-ce que vous votez? Alors, sur la première question, vous avez raison. Je ne dis pas que la crainte de récession a duré toute l'année 2023, mais je disais il y a 18 mois ou un an encore, elle était forte. Alors, je crois qu'il y a différents facteurs qui expliquent une certaine résilience de l'économie, même s'il y a ralentissement. Si vous vous rappelez mon graphique du début, on part d'une croissance autour de 3-4% avant l'invasion de l'Ukraine, et on tombe en dessous de 1 pour la France. Mais j'ai la faiblesse de penser que dans les facteurs, il y a le fait que la Banque centrale a plutôt bien proportionné son action, et que notre objectif, c'est l'inflation, mais on n'ignore pas les effets sur l'activité. Et donc on essaye toujours de proportionner. Sur la question de la prise de décision, alors on continue à pousser la porte du 41e étage. On se retrouve d'abord toutes les 6 semaines pour le Conseil des gouverneurs et on passe 36 heures ensemble. On commence le mercredi matin par une analyse de la situation économique, les prévisions, c'est préparé en général par le staff de la BCE, puis chacun discute, pose des questions, etc. On passe toute la journée du mercredi sur l'analyse, et puis le jeudi matin, c'est la réunion monétaire proprement dite. Donc là, je vous raconte comment ça se passe. Il y a une proposition qui est faite par le chef économiste de la BCE. C'est l'Irlandais, justement. Alors ça pourrait poser le petit problème de compréhension linguistique que j'évoquais, mais il a la gentillesse de nous remettre son papier par écrit. Bon. Puis on a fini par le comprendre. En général, on ne tombe pas de la chaise, parce qu'il y a eu les discussions de la veille, il y a eu quelques discussions informelles, etc. Mais c'est une proposition qu'il fait au nom du directoire, les 6 dont je parlais tout à l'heure. Et puis, donc il a essayé de créer, peut-être pas un consensus, mais quelque chose qui correspond à l'orientation majoritaire. Et ensuite, chacun d'entre nous intervient.
et dit ce qu'il en pense. Le fait qu'on vote formellement est assez rare, mais il arrive qu'il y ait des décisions assez serrées. Hein. Et je ne crois pas avoir souvenir, si c'est arrivé sur une ou deux décisions plus ponctuelles, mais vous voyez où la présidente dit bon, il y a telle proposition, qui est pour, qui est contre, comme on a fait tout à l'heure, ça c'est assez rare. Mais à travers les interventions de chacun, on sait qui soutient la décision, I support, bon, ou I have serious reservations, ou I am against. Bon. J'ai souvenir de plusieurs décisions où ça a été relativement serré. Il m'est arrivé, j'essaye au maximum de peser sur la décision en amont, hein, parce qu'une fois que le papier est sur la table, une partie du jeu c'est fait. Donc on discute avant, mais il m'est arrivé de voter contre, au moins 2 fois, je ne rentrerai pas trop dans le détail, mais sur des décisions importantes. Et quitte à vous surprendre, c'est vraiment un homme ou une femme, une voix. C'est-à-dire que le gouverneur allemand ou le gouverneur français n'a pas plus de votes que le gouverneur luxembourgeois ou maltais. Alors ça peut paraître un peu bizarre, quand vous êtes au Conseil des ministres, il y a un système de voix pondéré par la taille des États. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas ça? Ça correspond à ce que je vous racontais tout à l'heure, sur le fait qu'on est placé selon son nom propre et pas selon son pays. Chacun d'entre nous est indépendant et doit intégrer l'intérêt général de la zone euro. Donc quand il y a un vote, c'est un élément assez important. Hein. De même, la présidente n'a qu'une voix. Alors elle a une influence qui peut être un peu plus grande, mais elle n'a qu'une voix. Hein. Alors après, voilà, ça c'est ce que je viens de vous présenter, c'est le principe juridique. Après, je ne vais pas vous dire qu'une fois de temps en temps, le gouverneur allemand ou français parle un peu plus et éventuellement un tout petit peu plus d'influence que tel ou tel pays que j'ai cité tout à l'heure. Mais ce n'est pas mécanique et il y a une forme de compétition intellectuelle intéressante. C'est-à-dire, si vous levez la main en disant maintenant vous allez m'écouter 5 minutes et vous allez me prendre au sérieux parce que je suis le français, vous êtes mort. Vous êtes mort. Et donc, c'est la qualité de vos arguments. J'ai connu des collègues, j'en connais encore, venant de relativement petits pays qui sont très écoutés. L'inverse peut être vrai aussi. Et je trouve ça assez bien. Je trouve ça bien. C'est vraiment... on n'est pas toujours d'accord. On a des discussions qui peuvent être très animées. Mais ça joue sur la qualité de l'analyse et la qualité de l'argumentation. J'ajoute peut-être une dernière chose, et puis on s'arrêtera. Il y a entre nous, non pas du tout consensus et systématiquement accord, mais il y a une vraie confiance. Et ça, je pense, c'est un facteur immatériel extrêmement important dans le monde des banques centrales. Vous avez parlé tout à l'heure de la BRI. La BRI, c'est quoi? La Banque des règlements internationaux. J'ai l'honneur de présider son conseil d'administration. C'est là qu'ont lieu les réunions de banquiers centraux pour information. On ne prend pas de décision collective, mais pour information tous les 2 mois. Et là, c'est là qu'on retrouve les Américains, les Anglais, les Japonais, etc. Les Indiens, les Brésiliens. Bon. À Francfort, comme à Bâle, comme à Washington, quand on se dit des choses entre nous, on sait qu'on ne sera pas futé et qu'on ne sera pas déformé. Et donc, on peut partager les questions qu'on a, les doutes, les problèmes, etc. Ce dialogue-là, pour moi, est un des vrais trésors de la communauté des banquiers centraux. Alors après, il faut pouvoir communiquer, expliquer nos décisions et participer au débat public. Mais pouvoir, en confiance, partager ses analyses, ses doutes, ses interrogations, je crois que c'est une condition pour avancer. Et au passage, ça a beaucoup aidé dans certaines crises internationales. Ça a aidé au moment de la grande crise financière et ça a aidé au moment de la crise Covid en mars 2020. On a pu se parler très vite. Voilà, donc je chéris cette confiance et je nourris de temps en temps nos discussions et nos désaccords de façon tonique. Voilà. Est-ce que c'est bien démocratique, je demande, l'entre-soi des banquiers centraux? Oui, alors je voyais venir l'entre-soi. D'abord, il faut qu'on puisse se parler en confiance sans que ça soit accusé d'entre-soi. Là où c'est démocratique, c'est nous sommes tous nommés, en tout cas en Europe, par des gouvernements démocratiques.
Moi, j'ai été proposé successivement par un président de la République qui était François Hollande, puis un autre qui était Emmanuel Macron, et j'ai été soumis au vote du Parlement à chaque fois, avec un vote transpartisan important, et j'ai dû expliquer ce que je comptais faire. Deuxièmement, nous ne choisissons pas notre mandat. L'inflation, la stabilité des prix, c'est le mandat qui nous est confié. Et troisièmement, nous devons rendre compte des résultats. Alors on le fait à l'occasion, il y a eu cette réunion de discussion, mais l'après-midi on rend compte systématiquement, et Christine Lagarde va tous les 3 mois devant le Parlement européen, je vais régulièrement devant le Parlement français, et donc nous n'avons pas décidé l'indépendance, nous n'avons pas décidé de notre mandat, et nous devons rendre des comptes. Il se trouve que c'est plus efficace, et je crois que c'est démocratique. Je ne dis pas que ça peut s'appliquer à tout, mais si, on le disait tout à l'heure, l'inflation a été, je crois, bien maîtrisée et cet épisode a pu être maîtrisé plus rapidement que les précédents. C'est aussi à cause de l'efficacité de ce mandat, mais il nous est confié par la démocratie et nous devons des comptes à la démocratie. Voilà, je vous propose de clôturer cette conférence. Et tout d'abord, en vous remerciant, merci Monsieur le Gouverneur pour votre présence et votre confiance aujourd'hui. J'en profite rapidement pour remercier toute l'équipe qui a participé, toute l'équipe des conférences Soufflot. N'hésitez pas à nous suivre, on essaye de diffuser l'économie, on a toujours la chance. Et merci aux équipes qui ont capté, merci à vous d'être venus ce soir et à la prochaine. Merci beaucoup.